Belleville, 10e arrondissement de Paris. Un quartier où mes compatriotes sont de plus en plus nombreux. Je suis journaliste chinoise et je vis à Paris depuis 2 ans. Tout ici me rappelle mon pays. Tout, sauf ces groupes de Chinoises donnant l'impression de se promener sans but précis. Elles ont la cinquantaine, s'habillent sans artifice. Pourtant, leur comportement est sans équivoque lorsqu'elles croisent le regard d'un homme. C'est celui de à la recherche d'un client. Je suis intriguée. En Chine, cette forme de prostitution n'existe pas. Munie d'une caméra cachée, je décide d'enquêter sur ces d'un autre type. Je me présente à elle comme une jeune étudiante fraîchement arrivée de Pékin et à la recherche de travail bien rémunéré. Tu as quel âge? Je suis âgée, j'ai plus de 40 ans. Tu as l'air jeune. Ici, comment on peut faire pour gagner de l'argent? Faut oser faire des choses. Quel genre de choses? Des choses qui te permettent de gagner vite de l'argent. Et comment tu fais pour gagner vite de l'argent? Y a plein de petits boulots qui rapportent, mais le plus simple, c'est encore de vendre tes services. Tu veux dire quoi? Oui, là au moins, c'est immédiat, mais il faut avoir le courage de le faire. Moi, j'ai une question. Tu viens ici pour étudier ou bien pour travailler? Dis-le-moi. Les deux. Je n'ai pas beaucoup d'argent et je ne veux pas que mes parents m'en envoient pour payer mes études. Mais tu sais, il vaudrait mieux que tu trouves un travail normal. Et je te conseille de ne pas... Tu es beaucoup trop jeune pour ça. D'autres se sont jointes à la discussion. Elles ont moins de scrupules et n'hésitent pas à m'encourager dans cette voie. Et tout le monde, écoutez, elle a dit qu'elle n'a plus d'argent. Et elle a envie de trouver un boulot où on gagne facilement de l'argent. Je lui ai conseillé de vendre sa peau. Et n'oublie pas de mettre un... Bon, merci pour les conseils. S'il te fait un bébé, tu es fichu. Il faut qu'il te paye d'abord et mettre... Et surtout, quand tu travailles, il ne faut pas qu'ils les enlèvent. Certains ont des maladies contagieuses. Tu dois leur demander beaucoup. Au moins 30 ou 40 euros. Si je peux demander plus? 50, 60, 70 euros. Toi, tu es jeune et jolie, ils te donneront plus. Oui, mais il faut que tu demandes toujours l'argent avant la... S'ils ne te donnent pas d'argent, tu ne fais rien avec eux. Et toi, tu leur demandes combien? Le minimum, c'est 20 euros. Parfois, tu peux demander 40 euros. Moi, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, une à 40 euros. Mais la plupart, ils refusent de donner plus. 20 à 40 euros la passe. C'est 2 à 5 fois moins cher que la plupart des qui font le trottoir à Paris. En moins de 5 minutes, j'en ai rencontré une dizaine. Je découvre vite qu'elles ont même un nom dans le quartier, les marcheuses, parce qu'elles arpentent sans cesse les mêmes rues. Apparemment, elles sont beaucoup plus nombreuses que je ne l'imaginais. Suffisamment pour que les services de police les désignent comme l'une de leurs cibles prioritaires. Si la police s'intéresse tellement à elles, c'est que les marcheuses ont étendu leur territoire à d'autres quartiers de la capitale. Ouais, donc sur les deux marcheuses là, qui sont boulevard de la Guyane, il y en a une plus grande... C'est le cas de la Porte Dorée à l'est de Paris. C'est là que je retrouve les policiers du SSIT, le service de soutien aux investigations territoriales, qui sont en planque pour interpeller des marcheuses pour racolage. Ouais, on s'accorde un petit peu de temps pour faire une bonne physionomie du secteur. Donc il y a la marcheuse avec sa veste marron qui est remontée sur Saint-Mandé. On a les deux demoiselles qui sont sur le banc boulevard de la Guyane en attente. Et on a les deux filles qui sont sous le pont à droite vers les jardins quand on passe sous le périph'. C'est reçu? Yann est le chef d'unité. Il connaît bien ces femmes et leurs habitudes. Pour me mettre en attente sur le trottoir d'en face. Il est 18h, l'heure de sortie des bureaux. En moins d'une heure, lui et ses hommes repèrent un flagrant délit de... Attends. Ouais, Laurent de Yann, regarde la demoiselle en vert, elle va partir avec un client là, donc tu la vois pas. Il va monter dans une Ford immatriculée.
Ouais, je te confirme, hein, elle regarde autour d'elle et elle monte à bord. Hein. Le véhicule est immatriculé. Alors attends, en fait je pense qu'elle va pas monter avec lui, elle lui a indiqué un endroit et elle part à pied toute seule. Hein. Donc là elle est devant moi, elle est sur le terre-plein central. Ah d'accord, ok. Je sais pas si vous avez vu, donc elle monte dans la voiture. Laurent, en fait elle monte dans la voiture, hein, ils vont arriver au feu à l'angle du lycée et des Maréchaux, c'est reçu? Ouais, c'est une Ford Orion. Hein. Après 10 minutes de filature en voiture, le client et la prostituée chinoise pénètrent dans le parking d'un centre commercial. Bonjour monsieur, c'est la police. Oui, vous venez avec moi? Descendez s'il vous plaît. Ne bougez pas. C'est bon. C'est toutes les poches? Ouais, aucune poche. C'est bon, vous montez avec moi dans la voiture? Moi dans la voiture? Oui, dans la voiture s'il vous plaît. On vous reproche l'infraction de racolage public. Racolage public. Le fait de se et de racoler des clients sur la voie publique. Elle dit oui, elle dit non. Elle comprend pas suffisamment le français, elle comprend très peu, mais elle n'a pas envie de comprendre qu'elle est placée en garde à vue et qu'elle... Donc l'interprète va les notifier dès qu'on sera de retour au bureau. Alors justement, le client, qu'est-ce qu'il risque là? Rien, puisqu'en fait, il est entendu à titre de simple témoignage. Et donc maintenant qu'on a recueilli son témoignage et qu'elle a confirmé auprès de Laurent les éléments que nous on avait observés précédemment, donc ça caractérise pour nous le racolage public et donc on met mademoiselle en garde à vue. Retour au commissariat pour Yann et son équipe. La risque 2 mois de prison pour racolage sur la voie publique. Mais elle est aussi expulsable immédiatement si elle n'a pas de titre de séjour. Asseyez-vous là. Là. Et on va attendre l'interprète. Elle est en situation régulière. Donc son titre de séjour est valable jusqu'au 6/5/2006. Ça va? Une Chinoise rentrée avec un visa touriste en France, comme la plupart des marcheuses. Et les similitudes ne s'arrêtent pas là. Elles ont sensiblement tous à peu près le même âge, hein, on va dire une fourchette entre 35 et 50 ans. Et elles viennent tous de la même région pratiquement, et on bouge plus. Cette région située au nord-est de Pékin, c'est l'ancienne Mandchourie, appelée aujourd'hui le Dongbei. En moins d'1 an, c'est sa 5e arrestation et jusqu'à présent, elle s'en est toujours sortie avec une contravention et une nuit de garde à vue. Tu fais des études? Ouais. Elle est où l'adresse de ton logeur à Paris? Ménilmontant. Et plus précisément, à Ménilmontant, c'est vague. Où ça, à Ménilmontant? Je sais pas. Vous êtes combien dans ce logement? Réfléchis, là, ça doute. 6个人，那个房间有几个房间？一个房间。一个房间。Ils sont 6 dans un studio. Et vous êtes venu de Pékin? 你从北京过来的， Direct Paris. 直接到巴黎。 D'accord. Avec un passeport? 你来法国的时候有护照？ Il est où le passeport? 带我们出来的那个导游啊，是头，是头， c'est le passeur qui l'a repris une fois mon arrivée en France. Et vous avez payé combien le passeur? 为了来法国，你付了几万8万。 80 000 yuan. 80 000 yuan, ça fait 8 000 euros. 8 000 8 000 euros. 8 000 euros. Et l'argent, vous l'aviez, les 8 000 euros? Vous avez 8 000 euros? 没有，都是借的。都是借了。Non, j'ai emprunté la totalité de la somme. 8 000 euros pour rentrer clandestinement en France. Une somme qui équivaut à plus de 10 ans de salaire d'un ouvrier en Chine. C'est la majorité des filles chinoises, je dirais 99% des filles chinoises viennent de Chine pour travailler soit dans la confection comme garde d'enfants dans le milieu chinois. Et comme il n'y a pas de place, il faut rembourser la dette. Donc elle a 8 000 euros à rembourser. Donc elle en vient à Tu te avant en Chine?
Quoi? Je te demande si tu te prostituais avant, en Chine. Non, jamais j'aurais pensé que je pourrais me prostituer un jour. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ici, je trouve pas de boulot. Nous, on constate bien que ces filles-là, ce ne sont pas des délinquantes au sens commun du terme qu'on peut concevoir en France. Mais d'un autre côté, on ne peut pas non plus laisser faire. On comprend sa détresse, mais on ne peut pas non plus laisser faire. Parce que si on laisse faire elle, on va leur laisser faire. C'est un phénomène qui va devenir exponentiel. Des dizaines, des centaines, combien sont-elles? Impossible de le savoir. Discrètes, insaisissables, la plupart n'ont pas de souteneur. En fait, les marcheuses ne répondent en rien aux critères des autres en exercice à Paris. Je décide d'aller en Chine dans la région de Dongbei à Shenyang, la capitale de l'ancienne Mandchourie. Je veux savoir comment et pourquoi autant de femmes quittent tout pour finir sur les trottoirs parisiens. Pas besoin de se promener longtemps pour comprendre. Dans les années 80, 1400 entreprises d'État fournissaient le pays tout entier. Aujourd'hui, près des 2/3 ont fait faillite. C'est l'autre visage de la libéralisation du marché chinois. Notre usine faisait partie des 3 plus importantes entreprises de vélos. Nous, on fabriquait les vélos de la marque Baishan. La société a fait faillite en 1997. L'usine de vélos comptait presque 5000 personnes. Il y en a 2400 qui sont à la retraite et les autres ont été licenciés. Reste une petite centaine de salariés qui hantent le site, payés à ne rien faire. Chaque jour, ils se retrouvent entre anciens et ressassent leurs souvenirs en regardant les photos de la grande époque. Regarde cette photo-là, c'est moi avec le secrétaire du parti de l'époque. Vous connaissez des gens qui sont partis à l'étranger? À l'étranger? Pas moi en tout cas. Il faut être riche pour partir. Si tu n'as pas d'argent, comment tu peux t'offrir ce luxe? Si t'as pas 80 000 yuan, tu quittes pas le pays. 8 000 € pour quitter le pays. Visiblement, tout le monde est au courant des tarifs pratiqués à Shenyang, même mon taxi. 8 000 €, c'est ce qu'il faut payer pour un visa touriste. À Shenyang, ce sont les agences de voyage qui s'en occupent. Il y en a beaucoup qui servent d'intermédiaires pour les candidats au départ. Mon chauffeur de taxi connaît une femme qui a utilisé ce système pour partir en France. Son père a accepté de me recevoir. Il a été contremaître dans les travaux publics pendant plus de 30 ans. Il a 2 enfants, un fils de 25 ans, Che, et une fille de 40, Lei. Ils ont tous les deux quitté Shenyang pour l'étranger, pratiquement en même temps. Regarde sur toutes ces photos. C'est ma fille. C'était il y a bientôt 5 ans. Là, c'est en France. J'ai encore plein de photos d'elle. Elle est déjà rentrée? Non, En 5 ans? pas une seule fois. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de papier en France, mais elle espère bientôt en avoir. Pour demander la nationalité française, il faut avoir vécu 5 ans là-bas. Ou alors il faut se marier. Et elle s'est mariée avec un Français? Non, elle cherche. Bien sûr, elle en a envie, mais elle ne trouve pas. Elle était mariée en Chine? Oui, elle était mariée. Elle a même eu un enfant. Ils sont séparés? Oui, ça fait longtemps. Mais ils viennent tout juste de divorcer. Et pourquoi ils se sont séparés? Pourquoi? Comment dire? Ils ne s'entendaient plus. Ils n'avaient plus de travail tous les deux. Ils n'arrivaient plus à joindre les deux bouts. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver un travail dans la région. Même pour les gens qui ont des diplômes, c'est compliqué de trouver un emploi. Alors pour des gens comme nous, qui n'avons rien, c'est pire. Et maintenant, elle vit mieux en France? En France, elle fait partie des plus pauvres. Tout ce qu'elle gagne, elle le dépense pour la nourriture et le logement. Depuis 5 ans, elle n'arrive pas à mettre de l'argent de côté. Elle n'a rien économisé? Non, rien du tout. Je vais essayer de retrouver Lei à Paris. Mais son père n'a qu'un numéro de téléphone portable. Regarde. Ça, c'est en Italie, je crois. Et visiblement une idée très vague de l'endroit où elle habite.
Je réalise combien à 8000 km de distance, il est facile de tout faire croire à sa famille. Mais avant de quitter Shenyang, je veux en savoir plus sur ce visa à 8000 €. Direction le quartier des agences de voyage. Ici, je vais en trouver des dizaines aux étages de ces immeubles. De simples bureaux qui ressemblent à tout, sauf aux agences de voyage traditionnelles. Comment faire concrètement pour avoir un visa? Les démarches sont assez compliquées. Il faut avoir un minimum de 3000 € sur son compte pour avoir un visa. C'est une caution bancaire. On appelle ça une garantie de retour au pays. J'ai entendu dire que ça coûte parfois jusqu'à 8000 €, c'est vrai? Ça dépend de la destination. Un visa touriste pour la Corée du Sud, c'est 10 000 €. Le Japon, c'est pareil, 10 000. Pour l'Europe, ça varie entre 5 et 10 000 €. Et ça consiste en quoi? On ne sait jamais si un client va rester ou va revenir en Chine. Cette caution, c'est une assurance pour nous parce que si l'un d'entre eux reste dans le pays, nous, on doit payer une amende au consulat. Sinon, ils ne nous donnent plus de visa. Pour les consulats étrangers, un système de caution tout à fait officiel qui leur permet de repérer les filières clandestines d'immigration déguisées en agences de voyage. 8000 €, rappelez-vous. C'est aussi le prix pratiqué par les passeurs de la marcheuse, prise en flagrant délit de racolage à Paris. Je suis de retour à Belleville. Je n'ai pas réussi à retrouver Lei. Son portable ne répond pas et je ne trouve pas le café où elle était censée travailler. Ce soir, j'ai rendez-vous chez un marchand de sommeil connu dans le quartier pour loger des marcheuses. Je veux louer une de ses chambres pour savoir comment vivent ces femmes. Toujours en caméra cachée, je vais me faire passer pour une fille du Dongbei, tout juste débarquée à Paris. En fait de chambre, je réalise très vite qu'au mieux j'aurai peut-être droit à un lit, et pour ne rien arranger, le propriétaire est méfiant. Les lits ont l'air pleins là. Pourquoi, ça t'intéresse? Bah oui, j'ai une amie qui est intéressée aussi. Vous voulez dormir ensemble ou vous voulez chacune un lit séparé? Il faut voir, ça dépend des conditions. Les conditions? Tu vois bien qu'elles sont mauvaises, les conditions. Il y a beaucoup de monde ici. Mais t'es pas déjà venu, toi? Non, c'est la première fois. Vous avez plus d'espace ailleurs ou pas? Non, pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. Il y a des gens qui vont partir. Yang, lui, là. Va falloir qu'il dégage rapidement. C'est un mauvais payeur, il a aucune parole. Je suis effarée par ce que je vois. L'appartement ne fait pas plus de 20 mètres carrés et je compte environ 15 lits superposés. Certains sont occupés par des couples qui dorment tête bêche. En guise de cloison entre les couchages, le propriétaire a tendu une simple couverture. Ça coûte combien par mois? C'est 120 €. C'est pareil pour tout le monde. Ah oui, mais on m'a dit que ça coûtait 100 €. Non, 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 c'est 120 €. Il y en a seulement un à 100 €. C'est au 3e étage, là. Tu veux jeter un coup d'œil? Vas-y, regarde. C'est celui-là? Oui, il y a quelqu'un maintenant, mais il s'en va demain. Malgré des prix exorbitants, le balai des locataires clandestins est incessant. Et il faut rester au minimum combien de temps? Non, il n'y a pas de minimum. Tu veux habiter un mois, tu payes un mois, mais tu payes toujours d'avance. Je demande à aller aux toilettes. C'est encore pire. Comment 15 personnes peuvent-elles cohabiter dans de telles conditions? L'atmosphère est irrespirable, oppressante. Mais je veux savoir si des marcheuses habitent aussi ici. Il paraît que vous logez beaucoup de gens de Dongbei. Oui, bien sûr, il y a plein de filles du Dongbei. Elle est du Dongbei. Celles qui sont absentes, elles sont du Dongbei. Même celle qui fait les raviolis vapeur dans la cuisine, elle est de là-bas. Tu veux manger? Non, merci. Tu viens d'où? Je viens de Dongbei, juste à côté de Shenyang. Et toi? Moi, je viens de Shenyang, dans le Liaoning. Mais à trop poser de questions sur l'origine des locataires, j'éveille les soupçons du logeur. Je suis sûr qu'elle est même pas là pour habiter.
Elle vient pour nous interviewer. Elle vient ici pour savoir comment on traite les madames qui viennent chez nous, et les madames, elles font quoi, et c'est quoi leur avenir ici. Non, je ne suis pas journaliste, je suis étudiante. Pourquoi je viendrais poser des questions? Bon alors aujourd'hui, tu viens pour fouiner ou tu viens pour louer un lit? Non, non, pour me loger. Alors pourquoi tu poses toutes ces questions? J'ai peur qu'ils aient repéré ma caméra cachée. Pour plus de sécurité, je décide d'abréger la conversation et de quitter l'appartement en prétextant un rendez-vous urgent. Après 2 semaines d'enquête, je n'ai toujours pas réussi à convaincre une marcheuse de témoigner. Je me tourne vers Médecins du Monde. Marie connaît bien les chinoises de Belleville. Avec son bus, cela fait bientôt 2 ans qu'elle sillonne le quartier pour les sensibiliser aux problèmes du sida. Il lui a fallu plusieurs mois pour établir le contact avec ces femmes. C'est la raison pour laquelle elle n'a pas voulu que notre caméra soit présente pendant ses consultations. C'est des femmes qui ont du mal à comprendre qu'une association humanitaire puisse être indépendante de l'État ou de la police. Maintenant qu'on est bien identifiées, elles viennent. Après, c'est très variable. Il y a des femmes qui peut-être parce qu'elles nous connaissent bien, savent qui on est, je ne sais pas, parlent facilement de leurs problèmes, de oui, je me suis fait arrêter par les policiers, ça s'est passé comme ça ou pas. Et d'autres au contraire, où c'est très difficile d'entrer en discussion. Au-delà de leurs pratiques à risque, ce qui inquiète surtout Marie, c'est que la plupart des marcheuses qu'elle rencontre ont une méconnaissance totale du milieu. C'est sûr que quand on a un certain âge, comme la plupart de ces femmes qui ont la quarantaine en moyenne, on ne peut pas avoir les réflexes d'une personne qui connaît vraiment le monde de les risques qui y sont liés, y compris par rapport à des violences, que ce soit des clients ou autres. Effectivement, ces femmes-là n'ont peut-être pas toutes les précautions que peuvent avoir d'autres personnes plus habituées au travail de la... En janvier dernier, une marcheuse a été retrouvée par un détraqué. Effectivement, toutes les conversations que j'ai filmées en caméra cachée me confirment que les chinoises de Belleville respectent rarement les règles élémentaires de sécurité. Et vous le faites à l'hôtel ou chez eux? À l'hôtel ou chez eux, ça dépend. Une fois que tu rentres dans la chambre, tu demandes s'il est tout seul. Il va dire oui et puis tu regardes par toi-même. J'avais fait ça, moi, et quand il n'y a personne, je suis contente. Normalement, ils sont tout seuls. Ce matin-là, les filles m'emmènent à la supérette du coin. C'est ici qu'elles achètent le seul repas qu'elles s'autorisent par jour. Elles sont toutes obligées de compter chaque euro pour vivre. Ce sont des pâtes de cochon? Oui, avec ma copine, on adore ça. Tu adores ça? Moi, je n'aime pas. Combien vous en voulez? 2. J'en veux 2, s'il vous plaît. Ah, vous parlez chinois? Combien ça coûte, les pâtes, là? J'en veux pour 1 euro. 25 centimes par pâte. J'en veux pour 1 euro. Bah pour 1 euro, t'en as 4. 1,50 € pour un chou, ils sont malades, c'est plus cher que 4 pattes de cochon. Tu vois, nous on galère, mais toi, jolie et jeune comme t'es, tu pourrais te faire des millions si tu faisais comme nous. Allez, on s'en va. Faut pas qu'on parle de ça, les gens pourraient nous entendre. Une fois sorties, les marcheuses vont se faire encore plus insistantes. Si je ne vais pas plus loin, j'ai peur qu'elles comprennent que je ne suis pas celle que je prétends être. Je décide de les abandonner là. Deux mois ont passé. Ma patience a fini par payer. J'ai sympathisé avec une femme d'une 50aine d'années. C'est la première à qui je vais avouer que je suis journaliste. Elle accepte de répondre à mes questions, mais elle a peur des représailles. Je l'appellerai May pour sa sécurité. Cela fait 1 an qu'elle est arrivée en France. Tu apprends le français depuis combien de temps? 1 mois et demi. C'est difficile? C'est pas facile. Babysitting, ménage, massage, May cumule les petits boulots sans arriver à en vivre. Alors régulièrement, elle se...
Dans le travail, comment ils sont les Français? Est-ce que ce sont de mauvais payeurs? Et comment tu fais s'ils veulent profiter de toi? Je ne fais pas. Ce n'est pas la peine de travailler. S'il n'a pas l'air gentil, je ne le fais pas. Ça fait longtemps que je suis ici, donc je sais qui est bien et qui ne l'est pas. Quoi qu'il arrive, ma priorité est ma sécurité. Le soir même, je retrouve Mei qui a demandé à un de ses clients réguliers si je pouvais être là pendant sa séance de massage. Un massage normal à 20 €. Pour 10 € de plus, elle va plus loin avec ceux qui le souhaitent et ils sont nombreux. Vous faites souvent des massages un peu plus poussés? Ça va. Ça veut dire quoi, ça va? Combien de fois par jour? 1 sur 2 en général. Et tes clients, comment ils te contactent? Par téléphone. Et ils t'appellent souvent? Souvent. Souvent des clients qui reviennent. Et où est-ce que tu fais ce genre de massage? Ah, toujours à leur domicile? Chez les clients? Oui. Tu n'as pas peur? Non, je n'ai pas peur. La plupart, je les connais maintenant. Pour certains, s'ils ne se comportent pas bien, je ne le fais pas. Je m'en vais. S'ils sont louches, je n'y vais pas. Et personne ne le sait dans ta famille? Non, je ne peux pas le dire. Sinon, ils vont me mépriser. Et les autres, qu'est-ce qu'elles disent à leur famille? Rien, bien sûr. Personne n'ose rien dire. Sinon, on va être rejeté par sa famille. Il faut avoir perdu tout son amour-propre pour avouer ce genre de choses. La Chine est un pays conservateur. Comment les parents pourraient tolérer ça? Ça t'arrive de déprimer parfois? Bien sûr que oui. Quand je fais ça, je suis très triste. Je ne veux pas faire ça. Je pleure secrètement tous les soirs. Je n'aurais jamais cru que je pourrais en arriver là à mon âge. Mei a travaillé pendant plus de 20 ans dans la même usine avant d'être licenciée sans préavis. À 50 ans, le seul plaisir qu'elle peut s'offrir, ce sont ces quelques heures passées une fois par mois dans un karaoké du 13e arrondissement. Ton rêve aujourd'hui, c'est quoi? Maintenant, trouver un bon mari, bien vivre, trouver un bon boulot, avoir une vie stable. Si je me marie en France, j'aurai des papiers et un travail. Alors, je n'aurai pas peur d'être arrêtée. Je serai tranquille. Mei a laissé un fils de 25 ans dans le Dongbei. Il vient de se marier et attend un heureux événement pour bientôt. Un petit-fils que Mei ne pourra pas serrer dans ses bras avant longtemps. Depuis qu'elle... La Chine, pour elle, c'est fini. Il poursuit en revanche une carrière beaucoup plus obscure. Pendant des années, il est l'homme de main de la famille Horneck, les parrains de Montreuil, des grands noms du banditisme. Ça fait peur, quoi. L'homme de main aurait trempé dans des affaires beaucoup plus graves, notamment l'escroquerie à la taxe carbone. Cette fois-ci, il n'est plus question de petits rackets, mais d'énormes sommes d'argent et de règlements de compte en série. Cap d'Aille, petite ville frontalière de la principauté de Monaco. C'est ici, sur la corniche, que Sofiane Dridi vient courir tous les jours. Juste avant Noël, la vie du jeune homme a basculé. Son père, avec qui il vivait et l'a élevé seul, a été assassiné. À 23 ans, Sofiane est désormais seul. Je me suis retrouvé avec des réels problèmes d'adulte, alors que j'ai 23 ans, donc c'est pas facile à gérer. Je sais pas ce que sera fait demain, donc je vis au jour le jour. Voilà. Juste après le drame, il a trouvé refuge sur la Côte d'Azur, où il s'entraîne en attendant de signer un contrat comme footballeur professionnel. Encore une chance que j'ai la possibilité de faire du football parce que sinon, honnêtement, je serais pas
je pense que j'arriverai pas à m'en sortir. Moi, je le voyais comme quelqu'un d'indestructible. Il a connu énormément de galères, il s'en est toujours relevé, donc je me suis dit, voilà, c'est pas possible. C'était en décembre dernier. Mohamed Dridi, 48 ans, est tué par balle dans l'appartement où il vivait avec son fils, à Palavas-les-Flots, à côté de Montpellier. Mohamed Dridi, c'est un personnage sulfureux. Ancien champion du monde de kickboxing, homme de main du grand banditisme, ami de la jet-set, il se fait connaître du public en écrivant sa biographie, un livre au parfum de scandale qui fait sensation. Depuis quelques années, il affirmait avoir quitté le milieu du banditisme et s'être rangé. Alors, que s'est-il passé? Retour sur le parcours d'un homme à la vie hors norme, dans une affaire où se mêlent boxe, raquettes et show business. Lundi 5 décembre 2016, Palavas-les-Flots se réveille doucement. À cette époque de l'année, la petite cité balnéaire est déserte. C'est ici, au dernier étage de cette résidence, que vivent Mohamed Dridi et son fils. Vers 8h30, comme tous les matins, Sofiane part faire son jogging sur la plage. Quand je suis parti, il n'avait pas la télé allumée, il dormait. Et généralement, quand il sait que je vais courir, soit il m'envoie un texto pendant que je cours ou juste avant que je commence à courir, en me disant « cours bien, 1 heure, 1h30 ». Il avait toujours un petit truc pour me booster un peu. Et là, il n'a pas envoyé une message. Il n'a pas envoyé un texto. Vers 10h, Sofiane rentre à l'appartement. J'ai ressenti qu'il y avait un truc. J'ouvre la porte et ça sentait... Il y avait une odeur bizarre. Ça sentait la poudre. Et j'ai vu mon père, il était en face de moi, en bas des escaliers de la mezzanine, et il y avait du sang partout. Mohamed Dridi a été abattu au saut du lit. Il a reçu une balle de gros calibre dans le cou. Aucune trace ADN ni empreinte ne sont relevées sur la scène de crime. La porte de l'appartement n'a pas été fracturée, rien n'a été volé à l'intérieur. Pour les policiers, tout semble indiquer que Mohamed Dridi a été victime d'une exécution. C'était un professionnel qui connaissait les lieux, qui connaissait l'appartement, qui connaissait la personne. On ne peut pas arriver dans un bâtiment sécurisé comme ça, rentrer dans un appartement aussi facilement, je veux dire. Le tueur aurait attendu que le fils de Mohamed Dridi sorte faire son jogging avant de s'engouffrer dans l'immeuble, comme semble nous le confirmer ce voisin. Ce qui s'est passé, c'est que la personne s'est introduite avec quelqu'un d'autre qui était en bas, un voisin. C'est un vieux monsieur. Qui est passé derrière lui. Il est passé, voilà, et puis voilà. Ensuite, le tueur serait monté à l'appartement 303, utilisant peut-être un silencieux, comme le laisse penser le témoignage d'une autre voisine. On n'a pas entendu de coup de feu, hein. Aucun coup de feu. On a entendu un grand boum, c'est tout, un grand bruit. Comme il faisait du sport avec ses haltères et tout ça, c'est peut-être ça, hein. Ben, c'est vrai quoi. Alors quand ils m'ont appris qu'il était mort, je pensais que c'était un coup de couteau, moi. Un scénario qui hante Sofiane depuis le drame. Je m'en veux encore. Ce que je me dis surtout le plus, c'est si j'avais pas été courir. Ou si cette fois-ci, je sais pas, j'avais juste fermé la porte à clé. Qui en voulait à Momo Dridi au point de le faire exécuter? Qui était vraiment cet homme au parcours chaotique? Claude Dridi est le père de Mohamed. Il nous raconte les fêlures de son fils. Là, il était encore en berceau. Et là, il faisait ses premiers pas. C'était un enfant adorable. Ça, c'est le jeune Momo Dridi avec sa mère. En réalité, Mohamed Dridi est un enfant adopté, arrivé de Tunisie à 8 mois chez Nadine et Claude Dridi. Pendant des années, le petit Mohamed ignore tout de ses origines. Mais lorsqu'il a 11 ans, ses cousins lui apprennent brutalement la vérité. Ils lui ont dit de toute façon, c'est pas ton père.
qui a adopté. Alors il a eu mal. Ça l'a révolté. C'est le mot. Ça l'a révolté. Et il est devenu un peu brutal. Parce qu'il est bien parti, comme jeune gamin. Et ils l'ont foutu sur terre. S'ensuit une vie entre boxe et banditisme. Car Momo s'est cogné comme personne. Boxeur professionnel, Dridi va atteindre des sommets. En 1994, il remporte un premier titre de champion du monde de kickboxing. Une consécration, un titre qu'il obtient 4 fois dans sa carrière. Sofiane, son fils, a assisté à de très nombreux combats. Tout est là, quoi. Il est charismatique, il est... Voilà, on voit le grand champion que c'était, enfin... Le palmarès de Mohamed Dridi est impressionnant. 77 victoires, dont 76 par KO. Même rien d'en parler, j'ai des frissons, parce que c'était... quand vous avez quoi, allez... 2000, 3000 personnes qui acclament votre père, enfin, c'est... Je me souviens, on criait Dridi, Dridi, enfin, c'était... L'ambiance, l'environnement, ça vous met la chair de poule. Et encore plus quand c'est votre père qui va combattre. Ah, je sais quoi. À 42 ans, il tente un comeback et fait l'objet de plusieurs reportages. Après 6 années loin des rings, Momo Dridi avait besoin de retrouver l'ambiance des salles d'entraînement, besoin de retrouver la boxe et de se lancer un nouveau défi. Le message, vis-à-vis des jeunes des quartiers, tout ça, c'est de montrer que même à 42 ou 46, on peut le faire. Si on décide dans la tête de le faire, le corps peut suivre. Mais après quelques combats de gala, le champion raccroche les gants. Grâce à sa petite notoriété, Momo le boxeur s'imagine un avenir d'acteur à la Belmondo. Il rêve de paillettes et fait son entrée dans la jet set. Ses nouveaux amis, Joe Star, Jean-Claude Van Damme et même Ivana Trump. Il connaît son heure de gloire à la sortie de son livre. Bonsoir, Mohamed Dridi. Vous publiez chez Michel Lafon un livre qui s'appelle Momo le Turbulent, sous-titré De la voyoucratie à la jet set. Ah, vous êtes un peu people, là. Ouais, j'ai fait quelques... Vous êtes dans les soirées people, maintenant. J'ai fait quelques soirées, j'ai fait quelques photos et j'ai fait aussi... Ouais. Guillaume Chérel est son biographe. Il a partagé ses virées nocturnes et raconté comment Momo le boxeur est devenu une personnalité des soirées people. Il s'adaptait à ces gens-là en leur apportant ce qu'ils réclamaient. Donc si c'est une femme qui s'ennuie au lit avec son mari, bah, ça sera du sexe. Si c'est un Massimo Gardia, moi je dis les noms, qui s'ennuie et qui ils ont toujours besoin de gens qui ont des histoires à raconter. Momo le Turbulent, il avait 36 histoires à raconter parce qu'il avait le sens de la formule. Ça le fascinait un peu parce qu'il se disait je pourrais peut-être faire du cinéma, mais en fait il a très vite été oublié. Momo Dridi ne perce pas parmi les stars ni sur grand écran. Il poursuit en revanche une carrière beaucoup plus obscure. Pendant des années, il est l'homme de main de la famille Ornec, les parrains de Montreuil, des grands noms du banditisme. Michel Marie, journaliste, a été un ami proche de Dridi pendant 15 ans. Il avait été longtemps, pas le porte-flingue, mais le mec qui faisait le coup de poing, le type qui allait mettre un coup de pression dans une boîte de nuit pour faire monter une affaire de raquette. C'est vrai que quand on le voyait débarquer dans une boîte de nuit, tout le monde était trouillomètre à zéro parce qu'il démontait tout. Enfin, c'est un mec qui était capable de plier un poteau de sens interdit d'un coup de pied. Ça fait peur, quoi. Mais ce n'est pas tout. L'homme de main aurait trempé dans des affaires beaucoup plus graves, notamment l'escroquerie à la taxe carbone. Cette fois-ci, il n'est plus question de petits raquettes, mais d'énormes sommes d'argent et de règlements de compte en série. La taxe carbone, c'est des milliards qui ont été détournés avec je ne sais combien de flingages. Qu'est-ce qu'il fait dans cette affaire ? Il est proche de ces gens-là, il a les pieds dedans, je sais pas quelle est sa participation dans cette histoire. Je sais qu'en tout cas, il quitte Paris parce qu'il a un type qu'il cherche. Et ce type, d'ailleurs, sera assassiné quelques temps plus tard. Dridi quitte la capitale, déménage de ville en ville, avant de s'installer à Palavas il y a 1 an. Il travaille 2 soirs par semaine comme videur dans une boîte de nuit, payé 200 € la soirée, 1 600 € par mois,
Pas forcément suffisant pour l'ancien boxeur. À court d'argent, Momo aurait-il repris du service en jouant les gros bras? C'est ce qui se raconte aujourd'hui dans le milieu de la nuit locale. Les gens du quartier qui le connaissaient, mais qui étaient plus dans le business et dans les conneries. Un style. quartier un peu plus voyou, racaille, tout ça. S'il est arrivé ce qui est arrivé, en général, nous on travaille la nuit, moi et mon pote là, et il n'est pas arrivé ce qui est arrivé à lui. Hein. Pourtant on a bombardé des mecs, mais c'était avec la bonne raison, ils ont cherché, ils ont pris des coups, et on ne va pas raqueter les gens, on frappait les mecs dans les restaurants. Depuis quelques mois, Dridi était même proche d'un ancien boxeur comme lui, condamné pour racket. Momo a-t-il trempé dans des affaires locales? S'est-il attiré des ennuis auprès des parrains de la région? C'est l'une des pistes envisagées par les enquêteurs du SRPJ de Montpellier. Autre hypothèse pouvant expliquer sa mort, un contrat lancé par le milieu parisien lié à son passé. Sofiane, son fils, attend des réponses. La police, elle fait son enquête. Elle trouve... Voilà, c'est comme... Après, je suis pas dans une vendetta, j'essaye de me reconstruire et aller de l'avant, voilà. L'enquête sur la mort de Mohamed Dridi est toujours en cours. Toute la version de Laurent Ségala qui dit elle est tombée dans l'escalier, je suis arrivé, elle était sur le point de mourir, j'ai tenté de la sauver, est évidemment battue en brèche. Ce n'est plus qu'une question de jours. Mais c'est sans compter un incroyable coup de théâtre. Lausanne, en Suisse, le 9 janvier 2010. Nous sommes au beau milieu de l'hiver, la nuit est déjà tombée et il fait froid. Il est 21h16 lorsque le téléphone retentit au centre de secours du SAMU suisse, le 144. L'urgentiste du standard décroche. À l'autre bout du fil, c'est un homme. Il est français. Il s'appelle Laurent Ségala. Bonsoir, 144, les ambulances. Oui, je vous appelle parce que j'ai trouvé ma mère en bas de l'escalier. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour la réanimer, mais j'ai pas réussi à la sauver. Mais comment ça? Elle est décédée? J'ai tout essayé. Massage cardiaque, bouche à bouche, tout. J'ai trouvé ma belle-mère qui baigne dans une flaque de sang. J'ai tenté de la réanimer. Je crois qu'elle est morte. Je sais pas. Enfin, les propos sont décousus. La conversation est très courte. J'ai essayé de la réanimer pendant 1 heure en tentant tout ce que je savais. Je crois que c'est trop tard. Pendant 1 heure? Mais vous auriez dû nous appeler avant. Oui, mais j'étais pas à côté du téléphone. Une heure pour réanimer, cela semble très long pour le médecin urgentiste. Il y a un doute, des incohérences sur le temps que Laurent Ségala aurait passé à ranimer, à tenter de ranimer la victime, au lieu d'appeler très vite des professionnels sur cette histoire. Le médecin envoie une ambulance, mais pas seulement. Car face à ce récit qu'elle juge incohérent, elle passe un autre coup de fil. Elle appelle bien sûr le médecin urgentiste, mais elle appelle aussi la police. Aussitôt alertés, policiers et secours se mettent en route pour le moulin de Vaux sur Morges, à l'adresse indiquée par Laurent Ségala. Cette petite commune n'est située qu'à une vingtaine de kilomètres de Lausanne. Lorsque les secours arrivent sur place, personne pour les accueillir, mais ils trouvent la porte ouverte. La médecin urgentiste pénètre la première dans la maison. Ils arrivent et ils entrent dans cette pièce, c'est une antichambre en fait, au pied d'un escalier, seul l'escalier est allumé. À ce moment-là, Laurent Ségala descend. Laurent Ségala vient à leur rencontre, il est un peu hébété ailleurs, un peu à côté de la plaque, comme on dit vulgairement. Une fois la lumière allumée, le médecin constate qu'en bas des marches, là où serait tombée Catherine Ségala, la belle-mère, il n'y a personne. Elle s'attend à voir le corps, la victime au pied de l'escalier, ce qui n'est pas le cas. Le médecin demande alors à Laurent Ségala où se trouve Catherine Ségala. L'homme les conduit dans la pièce voisine. L'urgentiste se penche alors sur le corps.
Le constat est sans appel. Non, c'est vraiment pas joli à voir et il est impossible de tenter quoi que ce soit pour la ranimer. Il est trop tard. Elle a le crâne fracassé. Elle baigne dans du sang. C'est un spectacle assez épouvantable. J'ai vu la photo du crâne de Madame Ségala. C'est assez impressionnant. Selon les premières constatations du médecin, la sexagénaire serait décédée des suites d'une mort très violente. A priori, il s'agirait d'une terrible chute accidentelle dans l'escalier. Mais les policiers, eux, s'interrogent déjà sur les circonstances exactes du décès, et pour cause. On constate énormément de plaies. Alors, est-ce qu'on peut, se tuer effectivement en tombant d'un escalier, mais est-ce que la chute provoque autant de plaies sur la tête, sur le crâne, sur le corps? Ça, toute la question est là. Laurent Ségala aurait affirmé au secours que sa belle-mère était tombée sur le carrelage et avait beaucoup saigné. Or, le sol est immaculé. Les policiers demandent alors une explication aux Français. Ce qu'il explique, lui, c'est qu'il a épongé parce qu'il ne pouvait plus, nerveusement parlant, voir tout ce sang. Laurent Ségala, lui, explique qu'effectivement, il a la phobie du sang, il ne supporte pas le sang, qu'il a tenté de nettoyer la scène du drame parce qu'il a horreur du sang. Les policiers s'interrogent sur cette explication. Pourquoi un homme qui aurait peur du sang se plongerait-il dedans pour le nettoyer? Pour vérifier les dires de Ségala, les policiers passent la scène au Blue Star. Ils vont passer le pied de l'escalier, tout l'endroit où Laurent Ségala dit avoir retrouvé sa belle-mère, avec une substance chimique qui s'appelle le Blue Star ou luminol, qui permet de révéler des traces de sang, des traces de matériaux organiques, disons. Après quelques secondes, de nombreuses traces bleues apparaissent. Les policiers le savent, cela ne peut vouloir dire qu'une seule chose. Le carrelage est maculé de sang qui a été nettoyé. Ce sont plusieurs litres de sang peut-être qui ont été répandus à cet endroit-là. La vieille dame serait donc bien tombée en bas de l'escalier. Autre point qui intrigue les policiers, pour quelle raison Laurent Ségala a-t-il déplacé le corps de la victime? Encore une fois, l'homme a une explication apparemment logique. D'après des souvenirs de formation de secouristes, il savait quelqu'un qui est en choc d'une manière ou d'une autre a froid. Il a tenté de la ranimer sur un matériau plus chaud. Mais il y a un autre élément, beaucoup plus troublant. Le Français porte d'étranges marques sur le visage et une partie du corps. Très vite, il remarque que non seulement Laurent Ségala est très choqué, mais qu'en plus, il porte au visage et au cou, au début du torse, de nombreuses griffures. Il a effectivement des petites plaies sur le dos des phalanges et il a des griffures à côté de l'oreille et sur la lèvre supérieure. D'où viennent ces blessures? Laurent Ségala a une réponse. Il explique les traces de griffures et de blessures qu'il a au visage, sur le cou, sur les mains. Il explique ça qu'il a voulu déplacer vers la chaufferie durant une distance d'environ 3 mètres. Celle-ci l'a agrippé et lui a fait ses différentes écorchures et griffures avec ses bagues, etc., et sa montre. Enfin, un dernier détail intrigue les enquêteurs. Son pantalon, ses chaussures, ses mains sont tachées de sang, mais sa chemise est dans un état correct. Alors, comment Laurent Ségala a-t-il fait pour transporter le corps et nettoyer la flaque de sang sans tacher sa chemise? Il lui pose la question de savoir s'il a changé quelque chose, et il explique que oui, il a changé de chemise. Donc déjà, les policiers commencent à fouiller un peu dans la maison, et ils trouvent au pied de la machine à laver une chemise couverte de sang. Problème, alors que les enquêteurs fouillent le linge sale, ils font une autre découverte. Ils ne trouvent pas une seule chemise tachée de sang, mais 2 chemises tachées de sang. Or, Laurent Ségala n'a parlé que d'un seul changement de vêtements.
dans le tambour de la machine à laver une chemise maculée de sang. Pourquoi Laurent Ségala n'a-t-il rien dit à propos de cette seconde chemise? Sous le coup de l'émotion, l'homme ne se souvient plus très bien de ses faits et gestes au moment de la découverte du corps. Cette deuxième chemise et même la première ne sont pas dissimulées, ne sont pas ou détruites ou dénaturées. C'est dans des endroits très faciles d'accès. La deuxième chemise est cachée à quelques dizaines de centimètres de la première. Malgré tout, avec 2 chemises ensanglantées, des griffes sur le corps et le visage et plusieurs litres de sang nettoyés, les policiers soupçonnent Laurent Ségala d'avoir frappé sa belle-mère. Il y a un inspecteur qui lui pose la question « Est-ce que vous avez fait une grosse bêtise ?» Et là, l'homme répond « Je vous en prie, un peu de tenue. » Laurent Ségala monte tout de suite sur ses grands chevaux et qui dit enfin écoutez, un peu de respect, mais ça ne lui plaît pas du tout. Lui, il se défend bien d'avoir porté le moindre coup sur sa belle-mère. Il part en garde à vue. Avant même de l'interroger au commissariat, les policiers conduisent Laurent Ségala à l'hôpital pour l'examiner. Sur le chemin de la garde à vue, ils conduisent Laurent Ségala à l'hôpital pour des prélèvements. Regardez ce qu'il a sous ses ongles. Constater devant médecin les griffures qu'il porte au visage et au cou. On le photographie aussi, on le photographie de face, de profil, on photographie ses balafres, ses griffures, ses hématomes. Tout ça de manière scientifique et rigoureuse. Après avoir subi ces différentes analyses, Laurent Ségala est conduit au commissariat pour être auditionné. Il est presque 3 heures du matin. Quand les policiers demandent à Laurent Ségala de décliner son identité, il réalise très vite qu'ils n'ont pas affaire à n'importe qui. L'homme est un scientifique de renommée internationale. Et a priori, il n'a rien du profil d'un tueur. La première chose qu'il voit, c'est que Laurent Ségala, c'est un chercheur du CNRS, un généticien plus précisément, spécialisé dans les myopathies. Qui a passé plusieurs fois à la télévision, qui a fait des livres sur la génétique, qui sont particulièrement... qui ont été particulièrement remarqués. Il est passé chez Frédéric Tadei. Scientifique reconnu, Laurent Ségala a en effet participé à cette émission culturelle. C'était un mois, jour pour jour, avant le drame. La recherche est-elle dans une impasse? Fait-on encore des découvertes importantes? On en débat donc avec Laurent Ségala, généticien, directeur de recherche au CNRS, où vous travaillez sur la génétique fondamentale et les maladies génétiques. Vous pensez qu'on ne fait plus aucune découverte importante depuis quelques décennies? Non, il ne faut pas dire ça. On continue de faire des découvertes importantes, mais, et là c'est le citoyen qui parle, pas le chercheur, j'ai l'impression quand même que le pas de la science a ralenti au cours des dernières années, des dernières décennies. Laurent Ségala est épanoui dans son travail. Et comme en attestent ses archives personnelles, il est également un père de famille heureux. Il a 3 filles d'un premier mariage et il vit à Thonon avec une compagne dont il a un enfant. Travaillant au CNRS de Lyon, Laurent Ségala a déménagé 8 mois plus tôt à Thonon-les-Bains pour des raisons familiales. Son père, Roger-Jean Ségala, souffre d'une insuffisance cardiaque et n'est plus à même d'assurer seul la gestion de sa librairie de livres anciens. Une librairie renommée dans toute l'Europe. Il se partage entre le CNRS, son activité professionnelle, le domicile familial est à Thonon et il aide son père à la librairie de Lausanne. Il avait décidé de lentement baisser son activité de scientifique et à la demande de son père et de la victime, Catherine Ségala, il avait accepté de devenir directeur de la librairie de livres rares, de livres anciens, que son père avait mis toute sa vie à construire.
Retour au commissariat. Les enquêteurs demandent à Laurent Ségala de livrer son emploi du temps le jour du drame. Il raconte qu'il a quitté le matin son domicile de Thonon, les Bains. En début de matinée, il apprend que son père, Roger Jean, a été victime d'un malaise cardiaque et qu'il a été hospitalisé. Avant de lui rendre visite, il aurait décidé de faire un crochet par la librairie. Ensuite, il allait manger avec Catherine au Moulin, entre 13h30 et 14h. Au Moulin, c'est la maison de Roger Jean et Catherine Ségala. Ensuite, ils sont allés à l'hôpital voir Roger. Laurent Ségala serait resté 1 heure sur place avec son père et sa belle-mère. Puis, il aurait quitté l'hôpital de Morges pour se rendre à nouveau à la librairie, où il aurait passé une bonne partie de l'après-midi. Laurent, lui, a travaillé à la librairie. On sait qu'il a arrêté son ordinateur à 17h30, autour de 17h30. Il dit avoir eu un client ensuite et avoir rangé la librairie. Il dira ensuite qu'il est parti vers 18h, 18h15 de la librairie pour se rendre à l'hôpital de Morges où son père était hospitalisé. Vers 18h30, Laurent Ségala retourne donc pour la 2e fois ce jour-là à l'hôpital. Il déclare être resté à côté de son père 20 à 30 minutes avant de se rendre à nouveau au Moulin. La femme de son père, Catherine, l'y attend pour dîner. Lui affirme être arrivé vers 19h30, 20h30 au Vieux Moulin. 19h30, 20h30, un créneau beaucoup trop vague pour les policiers. Ils s'interrogent. Comment se fait-il que Laurent Ségala ne se souvienne pas de l'heure exacte à laquelle il s'est rendu au Vieux Moulin la veille au soir? Et les policiers se posent la question quand même, bah oui, mais comment vous savez pas pourquoi vous n'arrivez pas à 19h30 ou 19h45 ou 20h ou quelque chose de plus précis que un faisceau, un créneau, une fenêtre d'1 heure. Il dit ouais, je porte pas de montre, j'aime pas ça, je n'ai jamais porté de montre et j'en porterai pas. Voilà. Autre question. Selon ses dires, Laurent Ségala aurait mis entre 30 minutes et 1h30 pour parcourir les 4 kilomètres qui séparent l'hôpital du Moulin. Encore une fois, c'est imprécis, mais l'homme a une explication crédible. Il dit que les routes étaient enneigées, qu'il a mis du temps pour aller de la librairie à l'hôpital de Morges, de l'hôpital de Morges à Vaux-sur-Morges, au Moulin. Situation argumentée par le fait qu'il avait des pneus d'été, qu'il neigeait beaucoup, que la route est pas plate, ça monte, ça redescend, qu'il a dû s'y reprendre à 2-3 fois pour passer dans des coins. Et c'est donc en arrivant au Moulin qu'il aurait trouvé sa belle-mère allongée sur le sol. Tout de suite, il découvre sa belle-mère qui gît au bas d'un escalier extrêmement pentu. Donc il se précipite tout de suite pour aller voir ce qui se passe. Quand il arrive, elle est encore en vie. Elle est inconsciente, mais elle est encore en vie. Le généticien explique qu'il aurait tenté de réanimer sa belle-mère, et ce durant près d'1 heure. Les policiers lui posent alors une question essentielle. Mais pourquoi ne pas avoir appelé les secours de suite? Laurent Ségala affirme avoir été pris de panique. Il explique qu'il n'avait pas le numéro des urgences vaudoises, lui-même étant français, qu'il a dû monter à l'étage, chercher un annuaire de téléphone pour découvrir que le 144 était le numéro des urgences et qu'il ne voulait donc pas perdre de temps, un temps précieux, dit-il, à chercher ce numéro alors que sa belle-mère agonisait. C'est un geste absolument spontané. Il dit, moi, j'ai fait un peu de secourisme. Il voit sa belle-mère au bas de l'escalier. Son premier geste, c'est de dire, je vais essayer de la réanimer. On ne peut pas lui faire le grief de ne pas avoir téléphoné au secours. C'était soit l'un, soit l'autre. Après avoir tenté en vain de réanimer Catherine Ségala, Laurent appelle les urgences. Il est 21h16. Après avoir raccroché, Laurent raconte avoir nettoyé le sol, s'être lavé les mains et le visage et s'être changé avant l'arrivée des secours à 21h50. Laurent Ségala aurait donc tout fait en moins de 34 minutes. Le délai semble court pour les enquêteurs, d'autant qu'un autre élément les intrigue. On l'a accusé d'avoir utilisé des serpillères
et de l'eau de Javel. En tant que scientifique, il devait connaître le pouvoir de l'eau de Javel, le pouvoir destructeur sur d'éventuels indices comme des traces ADN. Sur ce point précis, Laurent Ségala ne se souviendrait plus de quel produit il se serait servi pour nettoyer la mare de sang. Puis moi, j'étais plus moi-même. J'avais tenté pendant 45 minutes de réanimer celle qui était proche de mon cœur et j'étais bouleversé en fait. Une explication qui ne semble pas convaincre les enquêteurs. L'explication du comportement de Laurent Ségala ce soir-là par une charge émotionnelle qui doit être énorme, bien sûr. Les policiers, c'est pas leur problème. Les policiers continuent d'interroger le suspect. Mais Laurent Ségala perd patience et se montre de moins en moins coopératif. Il a cette attitude en permanence, il est arrogant. Parfois, il leur dit « votre question n'a ni queue ni tête ». Il refuse de répondre à certaines questions, il relit tous les procès-verbaux de manière très rigoureuse, corrige une virgule, précise un mot. Et il est vu comme arrogant, hautain, sûr de lui, froid. C'est perçu par les policiers comme des éléments quasiment à charge. Laurent Ségala est un scientifique qui croit que toutes les sciences, et notamment la science juridique, est une science exacte. Je suis innocent, pense-t-il, donc mon innocence, obligatoirement, va éclater au grand jour. Et c'est vrai qu'il ne fait pas véritablement d'efforts pour essayer d'accompagner la machine judiciaire suisse. Après plus de 4 heures d'interrogatoire, l'audition prend fin. Il est près de 8 heures du matin. Les policiers semblent convaincus que Laurent Ségala ne leur dit pas toute la vérité. Pas de mobile, pas de preuves. Les policiers devront miser sur les premiers résultats des expertises pour confirmer leurs soupçons. « 10 janvier 2010. En fin de matinée, les premiers résultats d'autopsie tombent. L'hypothèse de la chute accidentelle ne serait pas privilégiée. Les constatations médico-légales privilégient très fortement l'intervention d'un tiers. Et juge l'état des blessures incompatible avec une chute dans les escaliers. La seule chute dans l'escalier n'explique pas la totalité des contusions et des plaies que l'on relève notamment sur le crâne, sur le cuir chevelu. Et les médecins légistes vont estimer qu'il y a eu coup porté à la tête avec un objet contondant. Autrement dit, Catherine Ségala aurait été tuée de plusieurs coups assénés sur le crâne. Les policiers cherchent alors l'arme du crime, aux environs, mais surtout à l'intérieur de la maison. Le résultat des fouilles n'est pas très probant. Dans le moulin, on a retrouvé 3 marteaux, mais aucun n'a servi à l'agression. Aucune trace de sang sur les outils et pourtant le rapport d'autopsie est formel. Un objet contondant a été utilisé pour tuer. À l'instant où les médecins légistes estiment qu'il y a eu coup porté sur la tête, toute la version de Laurent Ségala qui dit elle est tombée dans l'escalier, je suis arrivé, elle était sur le point de mourir, j'ai tenté de la sauver, est évidemment battue en brèche. Pour eux, c'est pas plié, mais on va quand même dans un certain scénario qui se dessine. C'est-à-dire, voilà, très clairement, un meurtre commis à l'aide d'un marteau et une tentative de nettoyage de la scène de crime. Quant aux traces de griffures que Laurent Ségala porte sur le visage et sur la poitrine, elles seraient le signe que la victime s'est défendue. Et ils en veulent pour preuve l'ADN retrouvé sous les ongles de Catherine Ségala. L'ADN est identifié, c'est celui de Laurent Ségala. Une constatation qui colle parfaitement avec les griffures que porte Laurent Ségala au torse et au visage. Alors évidemment, les enquêteurs supposent que c'est Laurent Ségala, que c'est peut-être une dispute qui a mal tourné, qu'il y a eu sans doute une lutte entre les 2 protagonistes. En revanche, l'autopsie est incapable de fournir l'heure précise du décès de Catherine Ségala.
Les légistes estiment simplement que la mort serait intervenue entre 15h et 21h. Le dossier comporte encore de nombreuses zones d'ombre. Toutefois, le juge d'instruction préfère ne prendre aucun risque. Laurent Ségala est français. Le meurtre a été commis en Suisse. Après 48 heures de garde à vue, le suspect pourrait être tenté de prendre la fuite. Comme il est français et que Morges comme Lausanne sont au bord du lac Léman et qu'il suffit de prendre un bateau et en une demi-heure on est en France et que la France n'extrade pas ses ressortissants, on peut penser que si on le laisse en liberté, il ira en France et en France il ne reviendra pas en Suisse. Laurent Ségala est donc immédiatement placé en détention provisoire dans cette prison dans l'agglomération de Morges. Et ce, en attendant de nouveaux éléments. On a un suspect et un seul suspect, c'est Laurent Ségala. Maintenant, on n'a pas d'arme du crime. On a des blessures qui sont tout à fait compatibles avec des coups portés. Et on n'a pas de mobile. Alors on recherche un mobile. En enquêtant sur la vie du suspect, les policiers constatent que Laurent Ségala, son père, Roger Jean et la femme de ce dernier, Catherine, ont tous quelque chose en commun, la librairie. C'est une librairie qui vaut beaucoup d'argent, avec des livres rares, des livres précieux, estimés environ 1 à 2 millions de francs. Autrement dit, entre 800 000 et 1,5 million d'euros. Une coquette somme, de quoi attiser les convoitises. Qui dit rareté, collection, dit intérêt financier, dit valeur. Donc pour eux, il y a quelque chose de très sérieux à fouiller, et de très bonnes raisons de fouiller dans cette direction. Et les enquêteurs découvrent justement que depuis près de 8 mois, Laurent Ségala passait de plus en plus de temps dans la librairie de son père, à Lausanne, bien loin de son activité de chercheur. Il cherche d'un côté pourquoi il a déménagé, pourquoi il se rapproche de son père, pourquoi il passe beaucoup plus de temps dans cette librairie. Est-ce qu'il n'y a pas des arrière-pensées prendre l'argent là où il est. Et effectivement, cette librairie représente beaucoup d'argent. Les policiers s'interrogent. Avec un père très malade, Laurent Ségala aurait-il pu simplement vouloir éliminer sa belle-mère pour toucher le pactole? Ils se disent qu'il y a une valeur non négligeable à tous ces livres anciens, à ces références, et qu'il a peut-être intérêt, d'une manière ou d'une autre, à faire disparaître Catherine pour avoir accès à ce que représente financièrement cette librairie. Pour en avoir le cœur net, les policiers auditionnent alors Béatrice Massé, la compagne de Laurent Ségala. Celle-ci réfute l'hypothèse des enquêteurs. Le généticien ne convoitait pas l'argent de son père. Et s'il voulait reprendre la librairie, c'était avec l'accord explicite de Catherine et Roger Jean Ségala. En février 2009, avait été créée une société à 3 avec Roger, Catherine et Laurent. Ça permettait de faire un entre-deux avant que la librairie passe complètement à lui. Pour sa compagne, Laurent Ségala n'était donc pas un homme intéressé par l'argent. Une information confirmée par son supérieur hiérarchique au CNRS, Pierre Couble. Dans sa façon de vivre, je ne vois pas ce qui l'aurait amené à être intéressé par l'argent soudainement. Ça me paraît difficile. C'est un chercheur au CNRS. Donc c'est pas par amour de l'argent qu'on devient chercheur au CNRS. C'est plutôt pour l'amour de la recherche. Il a un salaire qui est conséquent mais relativement modeste par rapport à ce qu'il aurait pu gagner dans l'industrie pharmaceutique, par exemple. Reste aux policiers à interroger la personne qui peut-être connaît le mieux Laurent Ségala, son propre père. C'est à l'hôpital que les enquêteurs suisses rendent visite à Roger Jean Ségala, âgé de 76 ans. Bien qu'affaibli, le vieil homme va défendre son fils avec vigueur. Roger Jean Ségala a dit « Mais attendez, ça ne tient pas votre histoire. La librairie devait lui tomber toute cuite entre les mains. J'avais décidé avec mon épouse de remettre la librairie à Laurent. J'aurais remis
le moulin à mes autres enfants. Le partage était tout à fait clair. C'est même sa belle-mère qui a insisté, les témoignages, c'est même sa belle-mère qui a insisté pour qu'ils reprennent la librairie. Elle, au contraire, va dire à beaucoup de proches « Je suis tellement heureuse que Laurent ait accepté de reprendre la librairie ». Interrogé en exclusivité par le journaliste de presse écrite Arnaud Béda, Roger-Jean Ségala affirme que son fils n'avait aucune raison d'en vouloir à Catherine, bien au contraire. Il n'y a jamais eu de dispute et ils s'entendaient bien. Laurent était très affectueux avec elle. Pour le père, il n'y a donc aucun doute possible. Il explique que les relations entre son fils et son épouse sont absolument harmonieuses. Aurélia, l'une des filles du généticien, va même plus loin. Catherine et Laurent Ségala entretenaient des relations presque filiales. Mon père, lui-même, il a presque toujours connu Catherine, donc ma belle-grand-mère. Il n'a jamais vu ses parents ensemble. Et mon grand-père, il s'est mis vite avec Catherine après que mon père soit né. Donc, c'est pas comme sa mère, parce qu'il a une mère, mais c'est une personne de sa famille et au même niveau que son père. Le libraire est formel. Son fils est accusé à tort. Et non seulement il est emprisonné dans des conditions que l'on sait, mais en plus il est innocent. Personne n'a jamais connu des colères meurtrières comme ça. Moi, je peux dire qu'il a jamais été violent, qu'au contraire, c'est une personne très calme, que je l'ai même jamais vu s'énerver réellement contre quelqu'un. C'est au contraire quelqu'un qui, lorsqu'il a des récriminations, va construire son argumentaire et le dira calmement avec les mots, et il utilisera les mots qu'il faut, mais jamais de façon violente et spontanée, jamais. Dans ces conditions, comment expliquer le comportement de Laurent Ségala sur la scène du drame? Pourquoi aurait-il nettoyé la mare de sang sur le sol? Pourquoi autant d'imprécisions dans son emploi du temps? Pour son père, il n'y a rien de mystérieux à tout cela. Roger-Jean confirme tout. Il confirme la phobie du sang, il dit que son fils n'a jamais de montre. Il confirme plein de points qui, à nous, comme un des mortels, peuvent paraître parfois un peu étranges, un peu mystérieux. Il confirme tout ça, Roger-Jean. Roger-Jean a même sa petite idée sur ce qui a pu se passer au moulin, ce fameux 9 janvier. Catherine a pu tomber nez à nez avec des cambrioleurs. Ce que je veux dire, c'est que quelqu'un, pendant que les 10 jours que la maison était fermée, a pu repérer les lieux et lui sauter dessus pour voler, mais ensuite, déranger ou on ne sait pas quoi. C'est vraisemblable, c'est très isolé. La piste paraît plausible, car de sources policières, comme l'indique cette carte, plus de 40 cambriolages ont été commis dans un rayon de 30 km autour de Morges la seule semaine de la mort de Catherine Ségala. Il y a eu un gang de Géorgiens sur la Suisse qui ont commis énormément de cambriolages, y compris dans cette région, et y compris sur Morges. Cambrioleurs surpris, c'est une hypothèse. C'est arrivé dans la région 2 ans plus tôt, avec le décès d'une personne qui a surpris un cambrioleur chez elle. C'est pas tout à fait... c'est plausible. Seul problème, en effectuant une perquisition le soir du drame, les policiers n'ont remarqué aucune trace de cambriolage. Rien n'a disparu de la maison. Tout est là, l'argent est là, il n'y a aucune trace d'effraction, aucune trace de pas qui repart de la maison à travers les champs alentours. Il n'y a pas d'empreinte digitale ou génétique qui appartiendrait à un tiers mystérieux. Cette thèse du cambriolage ou d'un rôdeur est rapidement écartée. La piste du cambriolage écartée, pour les enquêteurs, Laurent Ségala est toujours suspect dans cette affaire. Une volonté, on le sent dans le canton de Vaud, on a trouvé un coupable et on veut que ce soit lui le coupable. Il reste qu'après 6 semaines d'enquête, les policiers n'ont toujours pas réussi à établir le mobile du crime. Un témoin inattendu va pourtant faire une révélation fracassante. « 24 février 2009, commissariat de Lausanne. Une certaine Barbara C.,
une des meilleures amies de Catherine Ségala demande à parler aux enquêteurs. Il y a une amie de Catherine qui approche les policiers vaudois et qui leur raconte que quelques jours à peine, fin décembre, quelques jours à peine avant sa mort, Catherine lui a fait part de certains soucis et de certains doutes qu'elle avait contre Laurent. Elle le soupçonnait de piquer dans la caisse. En gros, vu qu'une librairie de livres anciens, il y a beaucoup de cash qui circulent. À en croire ce témoignage, les relations entre Laurent Ségala et Catherine étaient loin d'être parfaites. Les policiers élaborent alors une nouvelle hypothèse. On pourrait imaginer un scénario que Catherine se rend compte de cela, soupçonne Laurent de piquer dans la caisse, sans doute des sommes pas très importantes, quelques centaines de francs, et qu'elle veut crever l'abcès, qu'elle veut lui en parler. Ça tourne mal, on s'énerve de part et d'autre, et puis voilà, on en vient au point, et à la dispute, à la bagarre, et Catherine se retrouve précipitée en bas des escaliers. Pour les enquêteurs, ce témoignage est capital. S'il est avéré, les policiers tiendraient enfin le mobile du meurtrier présumé. Encore faut-il pouvoir élaborer la chronologie des faits avec précision. Lors de son audition, le généticien a affirmé avoir quitté la librairie vers 18h15 pour rendre visite à son père vers 18h45. Il serait reparti vers 19h15. Au final, Laurent Ségala serait donc arrivé chez Catherine entre 19h30 et 20h30. Un emploi du temps que les policiers vont s'attacher à vérifier minute par minute. Les policiers qui ont consulté les ordinateurs de la librairie remarquent qu'il a éteint un des ordinateurs à 17h30. Donc ils supposent que Laurent Ségala a quitté la librairie à 17h30. Et non à 18h15 comme il l'affirme. Selon les policiers, Laurent Ségala se met alors en route pour l'hôpital de Morges. Il serait arrivé vers 18h, il serait resté 5 à 10 minutes, c'est ce que leur a déclaré son père. Ensuite, il serait reparti pour rejoindre Catherine, mais les conditions de circulation étaient délicates. Il y a de la neige, il n'a pas de pneus neige, le moulin est à 4 km, et peut lui attribuer une demi-heure pour faire les 4 km sans pneus neige sur la route. Toujours selon la version des enquêteurs, Laurent Ségala serait donc arrivé au moulin chez Catherine entre 18h30 et 19h. Il y aurait donc pour les policiers un trou dans son emploi du temps inexpliqué entre 19h et 21h16. Il appelle les secours à 21h16. Que s'est-il passé pendant ces 2 heures? Et pourquoi est-ce que 2 heures s'écoulent avant qu'il appelle les secours? Laurent Ségala a bien une explication à apporter. Il affirme que même s'il a éteint son ordinateur à 17h30 à la librairie, il est parti bien longtemps après. Laurent Ségala dit non, pas du tout. J'ai eu encore un client, au moment où je m'apprêtais à partir, un client est entré dans la librairie, m'a acheté un livre, on a encore bavardé un moment et je suis resté en tout cas une demi-heure, 45 minutes dans la librairie pour pouvoir m'occuper de ce client. Alors, il ne se souvient pas du nom de l'acheteur, ni du titre du livre. La transaction se serait faite en liquide. La famille de Laurent Ségala va alors s'employer à trouver ce fameux client qui constituerait un véritable alibi. La défense de Laurent Ségala est allée très très loin, vu qu'elle a même lancé un appel dans la presse locale pour retrouver le client de cette librairie. Qui est donc ce mystérieux client qui est entré dans la librairie le 9 décembre à 17h30 pour acheter un livre? L'appel à témoins publié, les proches de Laurent Ségala ont bon espoir. S'ils retrouvent l'acheteur, le généticien a de bonnes chances d'être innocenté. Seulement les jours passent et personne ne répond. Malgré l'appel lancé dans la presse, aucune personne ne se manifestera auprès des policiers. Une explication pourrait être qu'il venait d'ailleurs, que l'appel à témoins a été diffusé finalement dans la région, alors que cette personne peut ne pas l'avoir entendu. Les policiers s'interrogent sur l'existence réelle de ce mystérieux client. L'affaire est en passe d'être bouclée. Ce n'est plus qu'une question de jours.
mais c'est sans compter un incroyable coup de théâtre. La famille de Laurent Ségala n'a pas dit son dernier mot. Elle conteste le premier rapport d'autopsie et commande une contre-expertise médicale. Mais pas à n'importe qui, au professeur Dominique Lecomte. C'est la directrice de l'Institut médico-légal de Paris. C'est une dame qui s'est occupée de très très grosses affaires, de Lady Diana, de l'affaire Trintignant-Cantat, de l'affaire Borel, de l'affaire Aurore Drossard. C'est une femme donc qui a une certaine notoriété. Et après des semaines d'analyse, ses conclusions sont saisissantes. Pour elle, ce que l'on constate sur le crâne de Catherine Ségala peut être dû uniquement à la chute dans l'escalier. Or, jusqu'au moment où le professeur Lecomte publie son rapport, beaucoup avaient porté sur les fameux coups sur la tête que le rapport d'autopsie, le premier, percevait. La médecin légiste française est formelle, Catherine Ségala n'aurait pas été assassinée. Elle aurait été victime d'un malaise cardiaque. Un malaise initial cardiaque a pu être causé par la situation de stress et d'extrême fatigue de la victime et être à l'origine d'une chute dans l'escalier. Une chute dans l'escalier. Une chute qui aurait entraîné la mort de Catherine Ségala. L'histoire se raconte alors de manière totalement différente. Madame Ségala avait un cœur fragile, qu'elle est rentrée chez elle au bout d'une journée assez pénible. Je crois qu'elle avait conduit seule depuis l'Italie avec son mari malade qu'il a fallu hospitaliser. Il y avait de sérieux éléments pour qu'elle fasse un malaise. Catherine Ségala est en haut de l'escalier, toute seule, au moulin, à une heure où Laurent Ségala est à la librairie. Elle est prise d'un malaise cardiaque. Elle tombe dans l'escalier. Sa tête heurte plusieurs marches, et notamment une marche en béton ébréchée qui va lui trancher le cuir chevelu. Ce rapport, c'est un coup de tonnerre dans une enquête qui, pour l'instant, s'oriente depuis le premier jour vers une thèse criminelle de manière certaine. À partir de cette version, ce que dit Laurent Ségala est tout à fait plausible. Il a le tort de ne pas appeler les secours, mais il essaye de la ranimer quand il arrive au moulin et qu'il voit sa belle-mère à l'agonie. Dernière information essentielle de ce rapport d'expertise français, l'horaire de la mort de Catherine Ségala. Là encore, l'analyse innocenterait le généticien. Examen de la fonction gastrique à l'appui. La première thèse évoque l'heure du décès entre 15h et 21h. Cette deuxième expertise privée évoque, elle, un horaire beaucoup plus précis, puisqu'elle situe l'heure du décès entre 15h30 et 17h. Et il est avéré qu'à cette heure-là, le suspect est à la librairie. À en croire cette contre-expertise, Catherine Ségala serait donc déjà morte ou dans un coma profond quand Laurent est arrivé au moulin de Vaux. Avec de telles conclusions, le rapport Lecomte fait l'effet d'une bombe. Il dédouane entièrement Laurent Ségala. Mais pour la partie civile, il y a un problème. Ce rapport a été commandé par la défense, et ce, à titre privé. Il s'agit tout de même d'un mandat privé, c'est-à-dire que on essaie de demander à un expert. Écoutez, pour nous, la seule explication dans cette affaire, malgré tous les éléments qui accablent notre client, c'est qu'il doit s'agir d'un accident. Pouvez-vous, en analysant tout ça, pouvez-vous accréditer une telle thèse ? Le procureur est face à un dilemme. Un rapport suisse accréditant la thèse de l'homicide ou un rapport français qui conclut à l'accident. Alors, qui croire ? La justice helvète n'a d'autre choix que de commander un troisième rapport. Septembre 2011, dernier rebondissement de cette affaire qui passionne la Suisse. Les résultats de la troisième et dernière expertise demandée cette fois par le procureur du canton de Vaud. Les conclusions du spécialiste Duarte Nuno Vieira, un médecin portugais qui fait lui aussi autorité en matière criminelle, sont en contradiction avec le précédent rapport. Voici en substance ce qu'il dit.
elle n'est pas tombée elle n'est pas morte en tombant de l'escalier. Il y a bien eu ensuite une agression. Une agression qui aurait été réalisée à l'aide d'un objet contondant, par exemple un marteau, même si les médecins ne peuvent l'affirmer. Deuxième élément balayé par le légiste portugais, Catherine Ségala ne serait pas morte d'une crise cardiaque, et l'heure du décès serait impossible à définir avec précision. Ce troisième rapport vient balayer les conclusions du professeur Lecomte, de quoi susciter la controverse. Lui va rendre un rapport où il va passer au vitriol, au Karcher, le rapport de Dominique Lecomte. On peut s'étonner qu'il y ait certains commentaires qui laissent entendre que Laurent Ségala est un individu très intelligent et imbu de lui-même, etc. Ce qui est un peu curieux, parce qu'on ne lui demandait pas ça. On lui demande d'où viennent les blessures. Point à la ligne. Pour l'accusation, Laurent Ségala serait coupable, et ce pour plusieurs raisons. 2 rapports de médecins légistes concluent à l'homicide. Un emploi du temps selon les enquêteurs non justifié pendant 2 heures. Des traces ADN de Laurent Ségala retrouvées sous les ongles de la victime. Enfin, pour la partie civile, l'argument selon lequel Laurent Ségala n'a pas le profil d'un tueur ne tient pas. L'habit ne fait pas toujours le moine en matière de justice. Vous avez des gens qui ont assassiné, violé en série, à qui vous auriez confié vos enfants sans la moindre réticence. Et puis d'autres, inversement, qui ont un profil, un comportement de coupable, épouvantable, qui font très mauvaise impression, et qui sont des gens qui n'ont jamais commis ne serait-ce qu'un vol à la roulotte. Mais pour la défense, il n'y a aucune preuve contre Laurent Ségala. Pas d'arme de crime, pas de mobile. Il n'y a qu'un seul témoin à charge, Barbara C. Mais pour les proches de l'accusé, ce témoignage est douteux. Laurent Ségala louait à Lausanne un studio appartenant à Barbara C. Or, propriétaire et locataire étaient en conflit depuis plusieurs semaines. Laurent, lui, étant frileux, c'était l'hiver, il chauffait pendant qu'il n'était pas là pour que quand il rentre, il fasse chaud. Et cette dame, ça ne lui plaisait pas, elle venait baisser le chauffage. Bref, il y a eu des mots. Donc on voit vraiment que c'est un problème de conflit personnel, enfin de conflit entre eux. On peut s'étonner qu'on attache une importance aussi importante à une dame qui est marginale dans cette affaire. Parce qu'elle était témoin de rien du tout, si ce n'est qu'elle ne l'apprécie pas. Bon, Sans preuve ni mobile contre leurs clients, les avocats de Laurent Ségala s'appuient principalement sur les conclusions du rapport du professeur Lecomte. Pour eux, les griffures seraient bien le résultat du transport du corps. Et surtout, ils soutiennent que Catherine Ségala serait morte des suites d'un malaise cardiaque dans l'après-midi, alors que Laurent était encore à la librairie. Le procès de Laurent Ségala devrait se tenir durant le premier semestre 2012. Les jurés auront alors la lourde tâche de décider si le généticien est le coupable ou un innocent qui a juste succombé à la panique. Mais perdre les pédales n'est pas un crime. On peut être innocent, avoir la phobie du sang, tout faire en dépit du bon sens, ne pas appeler les secours pendant une aussi longue période et n'avoir rien à se reprocher. En attendant son jugement, Laurent Ségala est toujours en détention provisoire en Suisse. Qusayba, à 400 km de Bagdad sur la frontière syrienne. Une ville officiellement sous contrôle de l'armée américaine, comme sont censées l'être presque toutes les villes d'Irak depuis bientôt 7 mois. Hey, faites demi-tour là. Hey, mais ici, comme dans tout le reste du pays, les soldats américains d'abord accueillis en libérateurs sont devenus la cible d'attaques,
qui chaque jour alourdissent un peu plus le bilan d'une guerre qui devait être rapide. Pour ce qui est des attaques, depuis qu'on est ici, ça n'arrête pas, surtout en centre-ville. Il faut avoir confiance qu'en son arme et toujours garder l'œil ouvert. En quelques mois, pour beaucoup d'Irakiens, l'armée américaine est passée du statut d'armée de libération à celui d'occupation. Résultat, à Husaybah, les djihadistes n'ont plus aucun contact avec la population. Ils ne patrouillent que terrés à l'intérieur de leurs blindés et entre deux sorties, vivent barricadés derrière les murs de leur quartier général. La police irakienne, formée par les Américains pour assurer la sécurité en ville, n'a pas plus d'autorité. Le capitaine Khalil Abrahim est le troisième responsable du commissariat en un mois. Ses deux prédécesseurs ont été assassinés. Ça, c'était la voiture de l'ancien chef de la police. Un soir, il a voulu rentrer chez lui après son service et un groupe d'Irakiens lui a tiré dessus et l'a enlevé. On ne l'a jamais revu. La présence des Américains à nos côtés nous pose un vrai problème. Les gens nous assimilent à eux, la population ne nous fait plus confiance, on nous prend pour des collaborateurs. Lentement, comme pour beaucoup d'autres villes irakiennes, Husaybah s'est transformé en piège pour les djihadistes américains. Alors, pour tenter de reprendre la ville en main, l'état-major américain a fait appel aux parachutistes de la 82e Airborne. C'est une véritable légende dans l'armée américaine. La 82e, c'est le parachutage sur Sainte-Mère-l'Église en Normandie, c'est le Vietnam bien sûr, mais aussi l'intervention à Mogadiscio en Somalie. Bref, l'élite de l'armée. Ces hommes vont avoir la difficile mission de reprendre la ville en main, d'imposer la présence américaine en patrouillant à pied dans les rues de Husaybah, et de fouiller chaque maison à la recherche de ces terroristes, comme ils les appellent, qui ont déjà fait plus de 150 morts dans les rangs des djihadistes. Je veux voir personne dehors pour le moment. Ils ont des types qui nous espionnent un peu partout et je veux pas qu'on soit repérés. En attendant, il leur faut s'installer quelque part. Ce sera dans cette maison dont le propriétaire a eu la mauvaise idée de s'absenter. Le sergent-chef Foster est un vétéran, 14 ans de service. C'est l'un des rares à avoir une expérience du combat. La plupart de ces hommes sortent tout juste des rangs. Après un peu plus d'1 an de formation, ils ont été envoyés ici il y a 2 mois à peine pour faire leurs premières armes. Bougez-vous le cul, bande d'anbatés. Toi, tu me vires tous ces meubles dehors, toi, tu me démolis ce mur, et les autres feignants, vous leur donnez un coup de main. Putain, ça commence bien. En un quart d'heure, la maison est vidée pour être transformée en QG. Et qu'est-ce qu'on fait si le propriétaire revient? Les hommes de garde ont à peine le temps de prendre position sur le toit que le ton est donné. Que se passe-t-il? Je crois qu'on tire sur les flics juste en bas. À 24 ans, le lieutenant Brown dirige 36 hommes. Il sort tout juste d'une des plus grandes écoles d'officiers. Un GI déjà en poste à Husaybah lui fait son premier rapport. Le problème ici, c'est qu'ils posent des mines en ville. Le but, c'est de les faire exploser sur notre passage. Que se passe-t-il, lieutenant? Normalement, quand on est mélangé à la population locale, on est à l'abri. Pour atteindre les Américains, les Irakiens évitent de tuer des Irakiens. Mais ici, c'est très différent. L'autre jour, ils étaient en blindé avec un groupe d'enfants et quelqu'un leur a jeté une grenade à fragmentation. Il y a eu des morts irakiens et des blessés américains. Barbelé, sac de sable tranché dans le jardin. Quand il rentre chez lui, le propriétaire découvre les Américains. Bon, on s'installe chez toi jusqu'à ce qu'il y ait la paix dans cette ville. Tu sais qu'on nous tire dessus ici? Hein? Qu'est-ce que j'y peux, moi? Où est ta famille? Elle est en visite au village chez mon frère. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Mais mes enfants, ils vont à l'école juste derrière. Je suis désolé pour toi, mais on a besoin de ta maison.
Comment ça a besoin? Mais je vais habiter où, moi? Je ne sais pas. Où voulez-vous que je trouve une maison? Où ça? Tu n'as pas de voisin? Si, mais c'est pas chez moi. Et les affaires, là, le frigo, il va être abîmé, vous l'avez mis à l'envers. Le frigo? Ben oui, retournez le frigo. Moi, je peux pas m'en payer un autre, je suis pauvre. Il veut qu'on remette son frigo à l'endroit. Il dit que sinon, ça va bousiller le condensateur ou un truc comme ça. C'est le proprio, je viens de lui dire qu'on réquisitionnait sa maison. Et pourquoi vous n'avez pas tout regroupé dans une pièce? On pouvait pas, mais t'inquiète pas, s'il y a une tempête de sable ou de la pluie, on les mettra à l'intérieur. Finalement, l'interprète, gêné, nous demandera d'arrêter de tourner. Ah, ok. L'homme aura tout de même le droit d'emporter quelques affaires. Il repartira avec un chauffage d'appoint, un magnétoscope pour son fils et une haine contenue, mais un peu plus grande des Américains. Dans la cour, les GIs fraîchement débarqués sont déjà comme chez eux. Nous, on s'en fout qu'ils nous aiment ou qu'ils nous aiment pas. On veut juste qu'ils arrêtent de nous envoyer des terroristes. Tout le monde nous déteste. La Libye, la Syrie, le Liban, l'Iran. Le Canada aussi. Ouais, le Canada aussi. Et ça vous fait quoi d'être en Irak? Moi, je vais te dire comment je me sens. Je me suis marié le 9 août. Un mois plus tard, j'étais envoyé dans cet enfer. On m'a tiré dessus plusieurs fois. Mon meilleur ami s'est fait tuer, 3 autres mecs ont été blessés, l'un d'eux a perdu sa jambe. Alors si tous les Irakiens crèvent, moi je m'en fous. On met en place un gouvernement et on se casse d'ici. Et si jamais ils nous refont des problèmes, on se prend pas la tête. On transforme le pays en un grand parking. On rase tout. Avec des bombardiers. Oui, on bombarde. 3 heures à peine après leur arrivée, les paras de la 82e sont prêts pour leur première patrouille. Certains ont à peine 18 ans. Ils ont besoin de se rassurer. Seigneur Tout-Puissant, protégez-nous tout au long de notre mission. Que votre main nous guide pour nous permettre d'accomplir notre devoir. Qu'elle nous aide à faire notre devoir ici. Nous vous demandons de nous accorder suffisamment de sérénité pour rester maîtres de nous-mêmes. Au nom de Jésus-Christ. Dans les rues de Husaïba, on n'a pas vu d'Américains patrouiller à pied depuis la chute de Saddam Hussein. Mais les plus tendus sont les jeunes GIs. Pour eux, le danger est partout et tout le monde est suspect. Le propriétaire de cette maison est un riche commerçant. Il est soupçonné de financer la guérilla. Venez. Bravo. Tu me mets un mec devant et un autre derrière pour me couvrir. Venez, n'ayez pas peur. Hey, toi le crétin, tu surveilles cette putain de porte et pas le mur. C'est cette maison qui nous intéresse. Si quelqu'un veut me flinguer, c'est depuis cette putain de maison que ça partira. Et attention, doucement, doucement. Allez-y doucement, moi je suis correct avec vous. Hé, toi. Tu recules, tu me laisses faire mon job et tu restes là-bas. S'il revient derrière moi encore une fois, ferme ta gueule. S'il revient derrière moi encore une fois, je lui éclate la tronche et après c'est ton tour. Je veux personne dans mon dos quand je fouille une maison. Je cherche des gens qui peuvent se cacher. Et si je trouve quelqu'un, je m'en occupe personnellement. Vous cherchez des armes aussi? En fait, je cherche tout ce qu'on peut nous cacher. Let's go. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? Bougez-vous le cul, les mecs.
Seule arme trouvée par les Américains, ce fusil à plomb. Un peu plus loin, la fouille continue, toujours dans le même quartier. Cette fois, un informateur a signalé la présence d'une cache d'armes. Allez-y. Entrez, cherchez. Allez-y, bougez-vous les mecs. Rentrez dans cette maison, comme si elle vous appartenait. Bordel, soyez pas des timides, allez, rentrez. Et vous deux, là, vérifiez-moi l'autre côté. Pour mes soldats, hélas, c'est un peu une formation continue. Oui, ils ont l'air un peu timides. Ouais. En fait, ils sont partagés entre la peur de se faire tirer dessus et la crainte de ne pas détruire la maison des gens chez qui ils fouillent. Mais quand on fait ces opérations, il faut y aller comme si c'est vous le patron, sinon les Irakiens ne vous respecteront pas. Le sergent-chef commence lui-même la fouille, mais s'aperçoit très vite que la famille a été prévenue de l'arrivée des GIs. Hé les mecs, dites-moi un peu. Vous êtes allés dans la pièce du fond, là? Toi, t'es rentré? Alors allez voir et dites-moi ce qu'il y a de bizarre. Ah ouais, chef, ils ont déjà tout vidé. Ils savaient qu'on arrivait. Tout est ouvert. C'est comme si on avait déjà fouillé. Le sergent Walker a 26 ans, il vient du New Jersey. Moi, je les déteste pas, je les comprends, parce qu'ils font ce que je ferais s'ils étaient dans mon pays. Que ce soit bien ou mal, c'est un autre débat. Est-ce qu'ils savent ce qui est bon pour eux? Peut-être pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils font ce que je ferais si des types patrouillaient comme ça dans ma ville. Alors j'essaie de les traiter avec respect et dignité, et de pas foutre tout en l'air quand je fouille. Si tu n'as rien à cacher, dis-nous où sont les armes. Des armes, j'en ai pas. Il n'y a aucune arme ici. Si j'avais des armes, je ne serais pas restée en Irak. C'est ton mari qui a les armes? Je ne suis pas mariée. Tu n'es pas marié? Non, je ne suis pas mariée. Pourquoi? Tu as des enfants? Non, c'est le fils de ma sœur. J'ai jamais vu une femme mentir comme ça. Si tu veux, je peux la frapper. Je la frappe tout de suite. Ça me pose pas de problème. Maman, c'est qui ce monsieur? « 15h, c'est l'heure de la troisième prière de la journée. La patrouille rejoint sa base. Les fouilles sont terminées pour aujourd'hui. En ville, c'est le jour du marché aux bestiaux, mais le cœur n'est pas aux affaires. On ne parle que de l'arrivée des parachutistes de la 82e. Ils sont entrés par la force. On les fera sortir par la force. Nous nous battrons. Nous défendrons tous notre terre, tous les Irakiens. Depuis quand les résistants sont des terroristes? Ils veulent juste défendre notre pays, c'est tout. L'Amérique dit qu'elle est venue nous libérer, maintenant c'est à nous de nous libérer de l'Amérique. On dit que les combattants viennent de Syrie. Non, il n'y a que des Irakiens. Ce sont des Irakiens qui se battent. Un peu plus loin, dans l'un des lycées de la ville, même ressentiment envers les Américains. Le directeur vient tout juste de sortir de prison. Les GIs l'ont interrogé. Ils le soupçonnaient d'avoir participé à des attentats. L'avenir est incertain pour le moment. Les élèves ne savent pas ce qu'ils vont devenir. Ils peuvent sortir de l'école et se faire arrêter ou bien même tuer sur le champ. Moi, j'ai passé 8 jours en prison. Et on a un élève d'une autre classe qui, lui, est emprisonné depuis plus d'1 mois. Les Américains n'ont aucun respect pour notre façon de vivre. Ils ne se rendent pas compte que nous sommes un peuple qui veut vivre libre. Ils ne comprennent pas. Ils ne savent que tuer, arrêter. Tout ce qu'ils nous font subir, on ne peut pas l'accepter. Et on ne l'acceptera jamais. Chez les GIs, c'est l'heure des rations de combat et des DVD. Au menu, hamburgers sous vide et crackers,
Devant un classique sur la guerre du Vietnam, bien sûr. C'est quoi la différence entre ici et le Vietnam? Ça n'a rien à voir avec le Vietnam. Non, ici, t'as pas besoin d'aller chercher la baston, elle te tombe dessus toute seule. Nous, on cherche pas les fusillades. Mais quand ça arrive, on s'amuse. Non, c'est pas les tirs de mortier ou les combats qui me font flipper. Ça, c'est moins dur pour moi que d'être loin de ma famille. De ne pas voir ma mère, mon père ou mon frère. On leur dit rien de ce qui se passe ici, on en dit le minimum, vraiment. On leur dit juste que tout va bien. Au rez-de-chaussée, le lieutenant Brown prépare déjà les opérations du lendemain. Avec une obsession, protéger la vie de tous ces jeunes soldats et surtout ne pas leur faire partager ses doutes. C'est difficile, on demande à des jeunes soldats de 17 ou 18 ans de prendre en un quart de seconde la décision d'ouvrir le feu, de tuer ou pas. Pour ça, il faut du discernement, il faut être capable de contrôler ses émotions. Il faut avoir envie de continuer à aider même si on se fait tirer dessus, de se dire que tout le monde n'est pas l'ennemi ici. Vous avez déjà tué? Si j'ai tué moi? Je ne sais pas. J'ai vidé mon chargeur, avec d'autres, et en face, je sais qu'il y a eu 5 morts. Mais je ne sais pas. Il faut quoi pour tenir ici? Il faut avoir une foi aveugle en ce qu'on fait. Et moi, je me demande si ce que nous faisons ici est vraiment juste. Mais je suis bien obligé d'y croire. Cette nuit-là, depuis la terrasse de leur QG, les Américains tireront plusieurs obus de mortier sur un terrain vague de la ville. Juste pour marquer leur présence et pour se rassurer, aussi, un peu.